Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 32e épisode de Cold Facts, un épisode évidemment un petit peu spécial puisqu'on ne sait toujours pas si les playoffs vont avoir lieu, s'ils commenceront donc mardi 17 mars, on va faire comme si. Et puis pour faire comme si, on a deux invités de très haute volée. On commence par Brian Wacker, journaliste émérite à la RTS. Et puis l'analyste, celui qui connaît mieux que quiconque le hockey suisse sur MySports, bien entendu, Stéphane Rochette. Avec nos deux invités, on va se projeter sur les quarts de finale des playoffs de National League. Mais avant, on va aussi revenir sur les All-Star Teams suisses et étrangers que vous avez choisis. Salut Greg. Salut Jean-Fred, petit épisode spécial quand même, ça va avoir lieu ces playoffs ? On espère, Là, on verra vendredi. Long, hein. Là ça devient un petit peu long. Ouais. Comment t'as vécu ces 2 semaines-là, avant de présenter nos deux invités évidemment ? Je l'ai vécu de manière assez spéciale dans le sens où quand tu lis les commentaires sur les divers réseaux sociaux, tu as l'impression que les gens ont minimisé cette chose d'une manière folle et que c'est qu'une grippe finalement a prédominé sur plein de choses alors que c'est un problème de santé publique qui met à mal le système des hôpitaux, quoi. Ouais, puis si votre club marque un but, vous tapez pas dans la main, vous souriez, puis vous êtes content pendant ces playoffs. On ne se touche pas les mains, on ne s'est pas serré la main. D'ailleurs, aujourd'hui, moi j'ai fait une erreur avec un de nos invités. Je me suis lavé les mains juste derrière, mais non, mais à part ça, c'est hyper important. Oui. Peu de monde nous écoute, on n'est pas Thomas Wiesel, mais voilà, lavez-vous les mains, serrez-vous pas la main. C'est un détail, mais c'est penser aux autres. Voilà, c'est juste le petit message de santé publique. Passons aux choses sérieuses. On a deux invités spéciaux, Brian Wacker de la RTS, Stéphane Rochette de MySports. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. Comment ça va ? Comment vous vivez un peu cette pause justement, Stéphane ? Comme tout le monde, on regarde les nouvelles, on est inquiet par moments. Des fois, on sait pas trop. Hein. On est comme tout le monde, on est dubitatif. Et puis, c'est vrai que le hockey, moi, je pense que ça va recommencer la semaine prochaine. On va en discuter après. Mais c'est vrai que c'est une pause qui est un peu étrange. C'est inédit tout ça. En fait. Puis ce message de santé publique, toi, ça te parle aussi ? Bien sûr, on fait attention. C'est vrai qu'au début, on se disait, faut pas paniquer avec ça. Moi, je me souviens du SRAS là, au début des années 2000, où j'ai trouvé que ça a été monté en épingle par les médias, etc. Maintenant avec les réseaux sociaux. Mais là, franchement, là, c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux. Bon, moi, je l'ai toujours pris au sérieux, mais c'est vrai que là, c'est assez particulier. Puis toi, Brian ? C'est marrant comme notre perception finalement elle a évolué, elle évolue finalement au fil des jours et au fil des cas qui sortent. Hein. C'est vrai que les premiers jours on était tous un peu à se dire qu'est-ce qu'on va faire de nos journées, on a envie que ces playoffs ils commencent. Puis plus le temps il passe, plus le temps il avance, plus on prend finalement conscience de l'importance de cette maladie et de l'importance effectivement des gestes simples. Et je pense que ce que disait Greg tout à l'heure, c'est vraiment important. Il y a encore trop de monde dans la rue qui sont là. Nous on se serre la main, on n'est pas comme ça. Si en fait, c'est pas pour vous qu'il faut penser comme ça, c'est pour tout le monde. Et aujourd'hui c'est vraiment important de penser à tout le monde et de mettre, même si là on va parler hockey parce qu'on en a besoin quelque part, mais c'est important aussi de mettre des fois les autres choses de côté. C'est la santé finalement qui doit primer. D'ailleurs, on parle de santé. Là, on est en train de se demander si les playoffs en Suisse vont avoir lieu. On est plutôt, je ne sais pas si on peut dire optimiste, mais en tout cas, on y croit. On essaye de penser de cette manière-là, mais la Ligue autrichienne et la Ligue allemande ont pris des mesures nettement plus drastiques en arrêtant le championnat et en disant il n'y aura pas de champion. La seule différence, c'est que je pense que ce qui va arriver ici, c'est le grand méchant loup est à notre table, hein, c'est MySports. La grosse différence, c'est ça. Et non, blague à part, il y a des enjeux financiers qui sont énormes. Ça n'a rien à voir. Et là, je pense que la Ligue suisse, ils sont en train de serrer les fesses en se disant mais si seulement ça pouvait venir d'en dessus de nous, en fait. Si nous, on ne prend pas la décision de tout arrêter, mais qu'on nous force à tout arrêter, derrière, on n'est plus contractuellement embêté vis-à-vis de MySports. Je parle sous le contrôle de Stéphane, mais ce serait le meilleur cas entre plein de guillemets pour les clubs, c'est de dire désolé les gars, nous on voulait jouer, mais le Conseil fédéral nous a interdit. On n'en est absolument pas là. Moi je pense que mardi on est tous autour d'une patinoire ou devant une télé pour certains ou devant Twitter à suivre les matchs. Mais est-ce que ça va aller au bout ? Pour moi c'est ça la question. Honnêtement, si je dois parier aujourd'hui, pour moi les playoffs commencent mardi mais ne vont pas au bout. J'espère me tromper. Parce que si ça ne va pas au bout, on est bien d'accord que c'est parce qu'il y a un joueur ou un membre du staff ou quelqu'un d'un club qui est déclaré positif. Ça ne veut pas dire qu'il est malade, ça veut juste dire qu'il a le virus en lui puis qu'il peut le transmettre à d'autres
Et du coup, comme il faut 2 semaines d'incubation, on se dit qui est-ce qu'il a rencontré en 2 semaines, donc on veut pas prendre de risques, donc stop quoi. Ou qu'entre-temps, le Conseil fédéral a imposé des mesures encore plus drastiques. C'est pas ce qui peut se décider de la part du Conseil fédéral. Mais finalement, là, on est tous en attente de la décision, évidemment, de vendredi. Ils sont sûrement pas en train de nous écouter, on est d'accord. Mais si on pouvait juste avoir une décision franche, qu'on acceptera. S'il faut fermer pendant 1 mois, fermer pendant 2 mois, mais histoire qu'on puisse aller de l'avant et prendre des décisions claires, tous finalement aller quelque part, parce que là, cette décision qui était de 15 jours, c'est normal, il fallait voir venir, mais si c'est de nouveau une décion à huis clos pendant 15 jours, et puis après on redécide, personne ne pourra aller de l'avant. Donc tu dis pas de demi-mesure quoi. Pas de demi-mesure. Prendre une décision, et ensuite, les gens seront forcés en fait de se ranger derrière cette décision quelque part. Stéphane Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit. De toute façon, on est dans l'attente de... Je pense que le hockey, si on reporte la même décision pendant 2 semaines, je pense que les acteurs ont décidé. Les informations que j'ai, c'est qu'on va commencer les playoffs. Alors, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout après? Ça, c'est une autre histoire, comme vous avez dit. Il s'agit qu'il y ait un cas, puis c'est la panique. Ça va être la panique générale, et puis on sera obligé de tout arrêter. Mais je pense qu'on va débuter ces playoffs, à mon avis, à huis clos. Et c'est une décision qui est logique, honnêtement, pour moi. Mais après, voilà, au moindre truc. Et je pense que au niveau des championnats du monde, on s'en va vers exactement la même décision. Selon mes informations, il y a même eu une appel-conférence avec les différentes fédérations au début de la semaine, entre René Fasel et les différentes fédérations. On est sur le point d'annuler les championnats du monde U18. On vient d'annuler les femmes. Mm-hmm. Les U18 devraient être annulés. Le championnat du monde du groupe B, qu'on n'appelle plus groupe B, mais division 1, devrait aussi être annulé. Et je crois savoir aussi que la fédération, petite parenthèse, n'est pas très satisfaite de la vente des billets actuels en Suisse. Moi, je trouve que ça sent pas très bon, en tout cas, pour le championnat du monde. Non, je pense qu'on peut gentiment téléphoner à nos hôtels respectifs ou préparer des vacances à ce moment-là, parce qu'on n'aura pas besoin de suivre le championnat du monde, à mon avis. Mais restons optimistes, mais... Très, très étonné. Bon, c'est logique aussi, parce que vous amenez des gens de partout dans le monde. Puis si vous limitez les spectacles... Il y a les Italiens aussi, d'ailleurs, l'équipe italienne. On a vu avec les skieurs, il y en a certains, ils n'ont même pas pu aller à Kranjska Gora, qui est juste à côté de la frontière italienne. Par contre, celles qui luttent pour les globes de cristal, elles ont le droit d'aller. Elles sont victimes de discrimination en Suède. Enfin, il commence à y avoir une psychose. Je pense qu'il y a quelqu'un qui dit j'aimerais une pizza. On se dit c'est un Italien. On se met à 15 mètres. Quoi. D'où l'appel finalement à quelque chose de clair, de net, de précis sur la durée, histoire que tout le monde puisse finalement se ranger derrière ce genre de décision et dire voilà, on va de l'avant pour la santé publique parce qu'il le faut aujourd'hui, et pas décider finalement de 2 semaines en 2 semaines et de repousser parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être médecin pour se douter que dans 2 semaines, ça ira pas mieux. Tout le monde ne sera pas guéri dans 2 semaines, donc prenons les décisions qui s'imposent pour la santé publique. Et d'ailleurs, on parle aussi du calendrier. Là, l'idée, c'est de repartir le 17. Ce qui peut se passer, j'en parlais avec Uli Schwartz, notamment lors de la première conférence de presse, qui remettait un petit peu en place tout ça, qui disait on verra le 13. Et c'était l'idée de se dire comment caser des best of 7 à la place de jouer des best of 5 ou des best of 3 qui seraient absolument ridicules. C'était de dire on peut jouer mardi, jeudi, samedi, et puis après, plutôt que de jouer le mardi, on joue le lundi, mercredi, vendredi, et vraiment jouer tous les 2 jours. Et à ce moment-là, effectivement, si en plus il n'y a pas le championnat du monde, voilà. Et en fait, on rattraperait le retard. Et la Swiss League commencerait avec un jour plus tôt, le 16, lundi 16, semble-t-il. Et la MySports League, elle commence jeudi. Jeudi, ça c'est sûr. Nous, on les présente les matchs en direct jeudi et samedi. On a même un entourage studio pour la Swiss League, là, des matchs de jeudi. MySports. Oui. Pour MySports, le jeudi et samedi. Ouais, devant moins de 1000 spectateurs. Oui, c'était l'idée de départ, mais je pense que dans certains cantons, la limite a été descendue. Donc, est-ce qu'ils joueront en huis clos? Je ne sais pas. Ça fait rêver quand même, MySports. T'imagines la Colfax League un jour? On achète les droits de la 3e ligue, puis on l'appelle la Colfax League. On va parler un petit peu de sport quand même. Je pense qu'on en a tous besoin. On vous a demandé en début de semaine vos All-Star Team suisses, étrangers et le coach de l'année. Vous étiez nombreux à nous avoir répondu. Merci d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. Moi, je dirais qu'il y a plus d'une 40aine de votes. Bon, c'est pas encore un échantillon représentatif, mais c'est déjà pas mal. Donc je te laisse commencer le décompte des voix. Voilà, alors c'est surtout, on va pas faire toutes les voix, mais on va parler du coach qui a été choisi. Selon vous, comme ça, il y a 2 noms qui se détachent. Bon, c'est assez logiquement Patémon et puis Christian Volven, j'imagine. Alors, tu étais juste sur le prénom du deuxième, mais pas sur le nom. Christian Dubé, alors. Oui, voilà. parce que c'est des romans qui votent. Exactement.
Donc, Patémon, 20 voix. Christian Dubé, 11. Puis après, encore Grunborg et Volvend qui ont eu chacun 2 voix. Patémon, Brian? Bon, c'est pas une surprise qu'ils soient nommés. C'est évidemment une surprise la saison qu'ils ont fait. Hein. Je crois que tout le monde autour de cette table et tout le monde au niveau des amateurs de hockey sur glace, en étant un peu objectif en début de saison, les voyait absolument pas à cette place-là. Ah bon? Donc, tu les voyais là? Pas du tout. Voilà, donc c'est absolument une surprise la saison qu'ils ont fait. Après, on s'attendait quelque part aussi de la part de Patémon à être capable de gérer un groupe comme celui-ci où il y a quand même pas mal de jeunes. La vraie question, c'était comment il allait évoluer avec des joueurs d'expérience comme Fer, comme Winnick, parce qu'il n'en avait finalement jamais eu sous ses ordres. Et finalement, il a su trouver cet échange, ce contact, cette confiance aussi avec ces joueurs-là, leur donner des responsabilités. Et puis, ça a super bien fonctionné. Donc, non, il faut lui tirer un énorme coup de chapeau. Steph? Pareil, je crois que tout a été dit. Je pense que Patémon, c'est un gars que je connais relativement bien. C'est vrai qu'à début de saison, il y a beaucoup d'interrogations. Tout le monde s'est dit il va pas arriver à faire le pas, c'est pro, c'est pas la même chose, etc. Ben, voilà, il a fait mentir tous les éventuels détracteurs ou les gens qui disaient qu'il fallait laisser McSorley. Ce qui est bien, c'est qu'il a travaillé avec Chris depuis des années. On est resté plus ou moins dans la continuité. Il y avait une bonne relation avec Chris qui était déjà établie d'avance. On a laissé Louis dans le système. On a été chercher Yann Cadieux aussi, qui est excellent pour les entraînements, semble-t-il. On n'en parle pas beaucoup de Yann Cadieux, mais il a apporté beaucoup au niveau des entraînements comme deuxième assistant. C'est 3 Québécois qui s'entendent bien. Ils forment une équipe soudée, même si Chris est sous pression, on le sait, pour différentes raisons de la part des dirigeants. Mais le fait que cette équipe-là a eu du succès, fait que ça relâche la pression sur tout le monde. Et je pense que le fait que Patémon était déjà dans le truc, il y a une espèce de continuité, une espèce de discours cohérent, même s'il y a des petits ajustements. Et je pense qu'on a fait juste du côté de Genève. Et moi, je suis très, très content pour eux. Là, ça m'a fait rire parce que Stéphane, il est 3 Québécois. Puis je pense à Dubé, qui est aussi Québécois. On a un peu l'impression que c'est la revanche des Québécois. Mais juste pour rebondir, tu as raison, mais pour rebondir sur les détracteurs à l'extérieur pour Patrick Aymon, mais à l'intérieur aussi du vestiaire, il a dû convaincre tout le monde du fait qu'il avait... Alors les joueurs qu'il avait eu sous ses ordres dans les juniors, il y en avait quand même une bonne dizaine. Eux, c'était bon, ils étaient acquis à la cause, entre plein de guillemets. Mais par contre, justement, les noms dont tu parlais avant, Winnick, Fer, les vétérans, ils le connaissaient certes parce qu'ils étaient là l'année passée, à part Fer, mais Winnick, Wingels. Mais du coup, il a dû aussi les convaincre, ces joueurs-là. Et rapidement, ça a cliqué, rapidement, il y a eu des bons résultats. C'est aussi ça qui a aidé, à mon avis, sur la suite de la saison. Si ça part mal et tu pars sur une série de 3-4 défaites, je suis pas en train de dire que c'est... Enfin, je minimise pas ce qu'a fait Patrick Aymon, mais ça a cliqué très vite et ça a aidé tout le monde à monter à bord. Exactement. Le début de saison était drôlement important. C'est toujours facile à dire avec du recul, mais si c'était mal parti, là, ça aurait été panique à bord et tout ça. Mais c'est vraiment très, très bien parti. Et moi, je pense que Patémon, aujourd'hui, peut tirer un gros coup de chapeau à ses gardiens. Parce qu'en début de saison, là, ils ont gardé sur la tête les deux. Maillard, Desclous, à tour de rôle, les 94, des 95, des 96, des 97%, soir après soir. Ils ont tenu l'équipe à bout de bras en début de saison. Et puis après, les joueurs, tout à coup, la confiance s'est installée. Tout le monde se dit finalement, on est bon, ça va bien, etc. Puis là, on a pu construire là-dessus. Mais c'est vrai que le début de saison, c'était vraiment, vraiment, vraiment important pour Patémon et toute l'équipe, et même Genève Servette. Et puis moi, au début de saison, je me suis dit non, ça va quand même pas tenir parce que je voyais que les gardiens étaient hors normes, la réussite devant la cage hors norme, le fameux puck-lock, le PDO et tout ça. Tu te disais, attends, le facteur chance, les situations spéciales sont hors normes. Mais finalement, le puck-lock s'est ajusté un petit peu, même s'ils ont quand même eu de réussite, puis les gardiens étaient bons sur la saison. Et puis après, les unités spéciales, ça s'est maintenu. Et les chiffres incroyables. Hein? Si on regardait l'infériorité numérique de Genève, c'est du 87%, c'est astronomique. Le power play. Donc, cette tendance-là s'est maintenue sur toute la saison. Les étoiles se sont alignées. Tout le monde a trouvé son rôle. Quand Tom Ernest a été absent, il y a Lecoul qui était sur le power play. Il s'est mis à faire des points. Smirnov sur le power play. On le mettait avec des étrangers, ça allait bien. On l'a caché quand il a été un peu moins bien, Smirnov. On l'a caché. Quand ils ont joué contre les grosses équipes, il perdait ses duels dans zone de défense. Il y avait moins de glace. Il y avait un temps où il jouait 8-10 minutes par match. Donc, on a géré ça de façon idéale et tout est tombé en place du côté de Genève aussi. Mais c'est vrai que la question se posait avant la saison, c'était de dire est-ce qu'il va être capable de gérer une crise? Et aujourd'hui, moi, je pose la question, est-ce qu'il a eu une crise cette saison? 4 défaites. Voilà. Donc, la question va se reposer finalement quelque part l'année prochaine. Est-ce qu'il va être capable de gérer une vraie crise? Une question qui peut se poser finalement pour n'importe quel entraîneur, mais c'était un peu l'interrogation sur Patémon. On savait qu'il était capable de faire gagner une équipe, il l'a fait. Maintenant, est-ce qu'il était capable de gérer une équipe un peu plus en difficulté?
eh ben, on n'a encore pas la réponse finalement quelque part. Finalement, c'est pas difficile d'être coach en Ligue 1. En National League. Regardez Dubé, j'ai jamais coaché un match de sa vie. Il descendait vers le banc. Bon, il y a Simpson qui murmurait à l'oreille des joueurs comme Robert Redford dans le film. Là. mais Patémon, junior élite, jamais coaché en Ligue nationale. Grosse expérience. Il arrive là, ça marche. Volven, même chose. La question est, pourquoi on fait tant de cours d'entraîneur, les gars? Pourquoi on fait tout ça? Ça fait diplôme, l'expérience. Pourquoi on va chercher des gars d'expérience en NHL chaque fois? Prenons des rookies, prenons des gars qui n'ont jamais coaché. C'est facile de coacher, non? Non, mais c'est une réflexion qu'on peut se faire. Pour Dubé, je suis Il y a d'accord. plein de gens qui pensent ça. Hein? Pour Dubé, je suis d'accord. Volven et Aymon, ils ont coaché depuis des années et des années. Volven, il n'avait jamais coaché un club. Hein. Oui, mais il Volven, avait déjà sélectionneur. coaché. un Tandis peu, tu relis junior des élite à matchs. Lugano. Ouais, je suis d'accord, mais avec des adultes, les junior élites, c'est encore. Ça n'a rien à Oui, voir. mais c'est le quand même même du cas. coaching. C'est-à-dire que Oui. Dubé ne l'avait pas fait officiellement. Je suis évidemment ironique quand je dis ça. Donc, je trouve que maintenant, les gens ont l'air de se dire, ben, finalement, n'importe qui coach, ça va aller, ça ne sert à rien. L'expérience, le bagage, le millage, comme on dit, etc., ça ne sert plus à rien maintenant. Tu dirais ça dévalorise J'aime pas ça parce que c'est comme si c'est simple de coacher. Tu dirais que Christian Dubé n'a pas d'expérience? Il n'a pas l'expérience de coaching. Il a coaché les Piccolo. Hein. Je pense que ses deux fils, il allait sur la glace avec les gamins, etc. Il n'avait jamais coaché, même pas junior, etc. Il n'avait jamais. Et il est arrivé là. Et puis bon, il faut dire que la situation de Christian Dubé, il ne faut pas la comparer avec Volven et Aymon. Christian Dubé était avec Sean Simpson. Sean Simpson prenait énormément de place dans la question tactique, le discours dans le vestiaire, etc. Et Christian Dubé se concentrait sur un autre aspect, peut-être plus motivation, etc. C'est ce qui ressort des commentaires du vestiaire. Greg, je pense que tu as entendu la même chose. Je rajoute qu'en in-game, Dubé a peut-être prend un peu plus un rôle que dans le vestiaire aussi. Et il fait pas mal d'ajustements. Alors, il discute sur le banc, évidemment, avec Pavel Rosa et Sean Simpson. Mais je pense qu'il est plus important sur le in-game que dans le vestiaire, effectivement. Après, l'arrivée de Sean Simpson, ça a ricané au moment où ça a été annoncé parce que la communication, mais bon, c'est pas une nouveauté. Mais c'est vraiment ça, c'est la communication, je pense. Coach, advisor, ou je sais pas quoi. Tu dis, ah non, on prend machin, il est assistant, et puis Ouais. il vient là. Pourquoi advisor du coach? Bref, c'est terrible, hein, mais c'est que la communication aujourd'hui, c'est tellement important qu'en fait, c'était un échec avant qu'il ait mis les pieds à Fribourg, juste comment ça a été annoncé. Réfléchissez juste au mot que vous mettez sur les choses et puis derrière tout est beaucoup plus simple. Par contre, où je te rejoins Stéphane, c'est que ça gronde un petit peu de voir ces coachs débutants avoir du succès. Il y a certains anciens coachs qui disent non mais bon, ça va s'arrêter bientôt, qui attendaient un peu les défaites de Aymon, de Volven ou de Dubé en disant non mais là c'est tous les vieux coachs qui passent un peu pour des ânes en ce moment et ils n'aiment pas trop ça, disons. Donc ça c'est intéressant de voir comment ça a été perçu dans le milieu ces arrivées-là. On peut dire aussi que Peltonen n'est pas un entraîneur qui avait énormément d'expérience. Hein. Très juste. Grande expérience de joueur, un nom connu, ça c'est plus facile hein, quand tu arrives avec un gros nom, etc. Et Peltonen n'était pratiquement pas d'expérience. Exactement. All-Star Suisse, donc, après le coach, on va passer au gardien. 4 noms, si j'ai bien compté. Vous, comme ça, Brian, gardien. Il y a un nom qui se dégage, il a 35 voix, pour dire. Hein. Évidemment, Reto Berra. Évidemment, Reto Berra. Moi, j'aime bien Tobias Stéphane. Moi, je pense que Fait une Tobias bonne saison. Stéphane a été bon de façon régulière toute la saison. Et je pense qu'à Lausanne, on a bien géré ça. En début de saison, il y avait souvent congé, Stéphane. On lui donnait congé, il ne gardait pas de back-to-back, etc. J'ai l'impression de parler du débat à Montréal avec Carey Price. Là. Mais Ouais. Tobias Stéphane a été bon toute la saison. Rappelez-vous, au début de saison, Berra. Chapeau à Berra. C'est grâce à lui, entre autres, qu'ils se sont classés. Mais si vous regardez sur l'ensemble de la saison, la constance, c'était Tobias Stéphane pour moi. Mais à l'inverse, si tu regardes les matchs entre Berra et Stéphane, il s'est fait manger. C'est ça. Non, c'est Donc, ça. De mon Balthazar en a gardé un, notamment, Ouais. qui est mémorable avec le but de Brodin. Là, mais petit coup de chapeau quand même à Tobias Stéphane, même si Reto Berra, le fait qu'il a classé son équipe en play-off au dernier moment, c'est ça qu'on retient. Ben, exactement. Je crois qu'on est bien... Moi, il y a une d'accord, statistique qui me fait pencher pour Reto Berra. C'est toujours NLS Data, hein, mais le nombre de buts sauvés par rapport à la moyenne. En gros, si on prend la moyenne de shoots pris par tous les gardiens et le nombre de buts encaissés par rapport à cette moyenne-là, Berra a sauvé 15 buts de plus que la moyenne de la Ligue au nombre de shoots. Alors oui, évidemment, tous les shoots n'ont pas la même valeur, mais sur une moyenne de la Ligue, c'est quand même une statistique intéressante. Et en 2, c'est Tobias Stéphane. Donc 15 buts d'économiser à son équipe par rapport à la moyenne, 12 pour Tobias Stéphane. Et derrière, 3, Gauthier Desclous avec 10, que tu mentionnais auparavant. Gauthier Desclous, 2 voix, le 3e. Voilà, alors ils ont peut-être simplement regardé ça. Mais je crois pas. Je pense Mais que... Maillard était bon aussi. Maillard était bon. On l'a souvent critiqué, manque de constance, puis des fois tu dis, il faisait des trucs. Et il a fait une sacrée bonne saison. Hein. Bon, ça va être une perte pour Genève, à mon avis.
C'est un podcast roman, les 3 meilleurs gardiens sont les gardiens des clubs romans, c'est ça en fait. Ouais. Il n'y a pas un Giannoni- Suisse allemand qui arrête Giannoni a un une puck voix. ou bien? Giannoni était bon en fin de championnat, mais en début de saison, c'était assez compliqué. Ouais. En défense, alors j'ai pas noté tout le monde, j'ai pris les 3 qui ont dépassé les 10 voix. Il y en a un qui se détache très clairement et le deuxième a une voix de plus que le troisième. Brian, tes 2 défenseurs? Alors pour moi, il y en a un qui est juste. C'est pas possible de pas le nommer, c'est Egli. Je veux dire, avec la saison qu'il a fait, à son âge, avec le nombre de points clés, l'impact qu'il a sur une équipe comme Rapperswil, finalement la différence entre le nombre de buts marqués quand il est sur la glace et le nombre de buts encaissés, justement, dans une équipe comme Rapperswil qui a beaucoup encaissé cette saison, pour moi, il est juste incontournable. Puis après, moi, j'ai fait mon 5 et j'ai toujours besoin d'avoir un droitier et un gaucher derrière. Donc, j'ai cherché les droitiers, donc ça a éliminé pas mal de monde. Et il y en a un qui n'est pas cité. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui l'a nommé. Mais je trouve que Eric Blum a fait une bonne saison, malgré la mauvaise défense de Berne et la mauvaise saison de Berne cette année. Il a fait, je trouve, une bonne saison. Je suis pas du tout d'accord avec Blum. Avec tout le respect que Blum, je trouve qu'il a été limite catastrophique par moment. C'est un défenseur qui, pour moi, a toujours été surévalué. A rendu de bons services. Ça a été un bon défenseur de cette ligue. Mais ça n'a jamais été un très bon défenseur. C'est le genre de gars qui t'aide pas à gagner, qui n'est pas physique, qui est pas là quand c'est le temps. Moi, je suis un joueur avec qui j'ai beaucoup de peine, sincèrement. Et c'est un gars qui a toujours été, pour moi, surévalué. Par contre, Egli, le petit Egli. Ça, c'est un mauvais coup de Steinegger. On parle beaucoup des bons coups de Steinegger, qu'il est visionnaire. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de bons coups. Ça, c'est un très mauvais coup. Mais est-ce que c'est un mauvais coup? On l'a laissé aller. On n'a pas vu en lui. On lui a pas donné sa chance. On n'a pas vu en lui tout le potentiel qu'il avait. Alors, c'est plus facile d'avoir un rôle en vue à Rapperswil qu'à bien, évidemment. Est-ce qu'il n'a pas souffert de Yannis Moser aussi? Parce que c'est un petit peu difficile d'avoir l'émergence de plusieurs défenseurs jeunes. C'est 2 styles complètement différents. Egli, c'est un gars offensif. Il était là avant Radgeb. On lui a jamais donné cette place-là. Et je m'excuse, à Bienne, on a fait une erreur sur Egli. Je veux dire, on a fait des bons coups. Mais ça a été un très mauvais coup de Martin Steinegger. Après ça, c'est toujours facile à dire après. Les auditeurs de longue date de ce podcast se rappellent qu'on parlait du bon coup Egli quand il fallait aller faire les vautours autour de Cloton et que le fait que Bienne soit allé le chercher, c'était une bonne idée. Moi, dans mes 2 défenseurs, je mettrais quand même Yannick Radgeb, qui est arrivé ici avec beaucoup de points d'interrogation. Il n'a pas répondu à toutes les questions défensivement, mais il y a quand même eu un upgrade par rapport à l'avant, disons. Et il finit quand même la saison avec 10 buts, 32 points. Défensivement, il est correct. Enfin, il est en dessus de la moyenne défensivement. C'était pas le cas avant. Il a bien progressé. Moi, je le mettrais dans mes 2 défenseurs. J'ajoute Egli aussi. Plus de la moitié de ses points en powerplay. Bon, c'est un peu comme ça pour Egli. Puis pour Noro aussi, les défenseurs qui ont beaucoup de points, ils font beaucoup de points en powerplay. Et puis donc, on les voit dans les All-Star Teams. C'est un petit peu normal. C'est vrai que Radgeb a gommé un petit peu ses lacunes défensivement. Et puis, est toujours une menace offensivement. Il est physique aussi. Je pense qu'on a su l'utiliser comme il faut. La seule chose qui m'embête un peu avec Radgeb, c'est qu'il prend beaucoup de pénalités. Et c'est du temps que tu laisses à ton équipe à 4 finalement. Il en a pris 18 x 2 cette saison. À l'inverse justement d'un Egli qu'on saluait et qu'on a pris 4, 5 cette saison seulement. Et ça souligne aussi quelque part la maturité déjà d'un joueur comme celui-ci, je trouve. Alors, donc Egli 34 voix, alors largement en tête. Radgeb 13, et puis juste devant, quand même, Raphaël Diaz 14, parce que Raphaël Diaz reste un des défenseurs suisses d'impact quand même de notre championnat. C'est le bon mot. Oui. Je pense vraiment que c'est le bon mot d'impact. Il devrait être suspendu là déjà. Là. Voilà, moi c'est juste pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon équipe. C'est qu'il y a quand même 2 vilains coups de Raphaël Diaz cette année qui n'ont pas été... Il y en a un qui a été sanctionné et l'autre qui n'a pas été sanctionné. Je sais pas, oui, offensivement il est doué, oui, il tient un peu la défense de Zug. Au passage, on y reviendra après sur la présentation des playoffs, mais la défense de Zug, ça va aussi passer par un mot Raphaël Diaz, parce que sinon, il y aura peut-être 2-3 questions à se poser là-bas. Là, je l'ai enlevé pour cette raison-là. Après, on a les attaquants. Alors, qu'est-ce que j'ai gardé? Sinon, là, c'est tous ceux qui ont eu plus de 5 voix. Je vais le dire comme ça, on regardera. Alors, Ambul, 5 voix. Moser, 6 voix. Fuchs, 9 voix. Et puis le top 3, je pensais à Brian avant quand il disait qu'on était avec des romans. Kylian Motet, 11. Grégory Hoffman, 38. Et puis Pius Souter, il y a eu 42 voix en tout. Il en a 41. Donc, j'ai le nom de la personne qui n'a pas mis Pius Souter dans son All-Star Team, mais par respect pour lui. Il a marqué trop de buts dans les cages vides, je pense. Pius Souter, effectivement, 41 voix. Stéphane Pius Souter incontournable. On pourrait mettre Garrett Rowe, évidemment, parce que si Pius Souter a marqué 30 buts... Ce sera le top world, ça, les étrangers. Les étrangers, on parle des joueurs des Suisses. évidemment. Bon.
Pius Suter est un incontournable. Il faut que ça connaisse une bonne saison. Il faut que ça ait été utilisé intelligemment. Je pense que ça c'est une Tormainen. Il a des qualités pour ça. Il a évolué à l'aile. Alors que c'est plutôt un centre aussi. Ça a été un centre toute sa carrière. Maintenant, on le met à l'aile pour gommer ses problèmes aux engagements. Le face-off, il n'est pas très bon. Défensivement, c'est pas non plus... Puis, en le mettant au centre, il est relégué plus ou moins au troisième bloc chaque fois, avec des gars un peu moins bons. Si tu le mets à l'aile, tu peux le faire jouer ses 2 premiers blocs avec des meilleurs joueurs. Et puis, il a été utilisé en power play. Il a 18 assists, mais 2 buts, 18 assists en power play, 20 points sur ses 35. Donc, 20 points sur 35 en power play. Donc, il joue à la même place que Rayala, à droite sur le wall. Là. Et puis, il a connu une bonne saison. Je pense que Tormainen a utilisé de façon presque parfaite Jason Fuchs cette année. Moi, je trichais beaucoup à l'école. J'ai vu qu'il y a Enzo Corvi sur le téléphone portable de Brian Vaquer, donc je ne vais pas en parler. Je laisse d'autres le faire à ma place. Il était blessé, Corvi, à part ça en plus. Donc c'est pas moi qui en parle. Donc évidemment, Suter et Hoffman, ça me semble être évident. Moi, il y a un joueur, je ne dis pas que je le mettrais forcément dans mon All-Star, mais dont on a peu parlé, c'est Hollenstein, qui fait une très belle saison à Zurich. D'autant plus belle qu'en fait, en powerplay, il avait pas beaucoup de glace, et quand il avait de la glace, de toute façon, il fallait faire shooter Peterson. Donc Peterson shootait au premier powerplay avec Rose, Suter, avec Noro à la bleue. Il entrait tout le temps en deuxième vague. Il finit quand même avec 14 buts et 20 passes décisives, 34 points. Dans une équipe comme Zurich, certes, mais justement, où il y a tellement de talent et les points sont beaucoup dilués, moi je trouve qu'il fait une très belle saison et je serais pas loin de l'avoir... C'est un gars qui, s'il jouait dans une équipe moins bonne, il jouerait 20 minutes par match, comme il jouait à Cloton. Exactement. Avec Santala. Et puis, maintenant, il joue peut-être 15 minutes par match, 16-17, parce que le temps de glace est séparé. Comme tu le disais, il y a beaucoup de bons joueurs. Le temps de glace est splitté. C'est vrai qu'Hollenstein est un excellent fabricant de jeu. Ouais, il a eu 2 voix, pour dire. T'étais pas tout seul, il y avait quand même des gens aussi, mais souvent c'était, je crois que les 2 voix c'était avec un trio Suter, Hoffman, Hollenstein, donc on serait sur ce que tu disais. Du coup, il n'y a que Greg et moi qui avons pensé à Enzo Corvi ou il y avait quelqu'un d'autre? Corvi, une personne. Avec Stéphane, on va pas beaucoup être d'accord. Mais moi je vais déjà juste expliquer pourquoi. Pour moi déjà, il y a une chose, c'est que quand tu fais une équipe, tu dois penser à des postes. Et dans tous ceux qu'on a cités, il n'y en a pas beaucoup qui ont joué centre cette saison. Certes, Pius Suter peut jouer centre. Il y a beaucoup de joueurs suisses au centre. Mais voilà, Enzo Corvi a joué passablement au centre cette saison, a gagné, est un des centres suisses qui gagne le plus d'engagement, 55% cette saison. Je crois qu'il n'y a que Tanner Richards qui fait mieux au niveau des centres suisses. Ouais, ça me semble assez il a été passablement blessé, mais si tu enlèves les blessures au point par match, il n'y a que Suter et Hoffman qui font mieux cette saison. Donc, alors certes, il était dans une équipe qui marchait bien, on est d'accord, mais je pense qu'on ne peut pas, disons, le balayer d'un revers de la main aussi facilement par rapport à ses prestations cette saison. Il a marqué 5 buts. C'est ce qui me dérange. Moi, c'est que oui, c'est un fabricant de jeu. C'est comme Tanner Richards, marqué 2 buts. 2 buts, c'est des gars qui sont payés comme des rois, parce que c'est les joueurs de centre suisse avec la licence suisse, donc c'est des gars qu'on s'arrache, hein, comme certains autres qui ont des salaires de ministres. Alors leur plus grande qualité, c'est d'être suisse et d'être joueur de centre. Corvi fait un peu partie de ceux-là, à mon avis. C'est un joueur qui est bon, certes, mais qui, à mon avis, est aussi surévalué. C'est un passeur, mais c'est un gars qui... Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est un gars qui joue toujours en périphérie. C'est un perimeter player pour moi. C'est un gars qui est toujours à l'extérieur, qui obtient beaucoup de points power play. Mais ça reste, dans la hiérarchie des joueurs de centre suisse, un des meilleurs. Mais si vous mettez dans le mix de tous les joueurs de centre en Suisse, étrangers compris, il n'est pas de loin pas dans le top 10, peut-être même pas dans le top 15. 2 minutes pour Stéphane, pour dureté excessive. Peut-être 2. Tu sors, j'ai toujours voulu te mettre 2 minutes. Là, je pense que c'est le bon moment, quoi. Non, je trouve que c'est un joueur qui est un peu surévalué. Comme Blum. Moi, j'aimerais me faire réinviter, c'est pour ça en fait que j'ai mis Corvi. Je savais que Greg aimait beaucoup, c'est pour ça. C'est malin. Tu fais des points, tu l'as hockey manager. Alors, le All-Star World, j'allais dire World, des joueurs importés. On va passer rapidement sur les gardiens. Il y en avait que 2, hein, donc c'est pas très compliqué. C'était soit Ortio, soit Karunen. Karunen 28 voix, Ortio 11. Les défenseurs, 3 noms se sont détachés. Je pense que ça doit être, si je dis pas de bêtises, quasiment les 3 seuls noms qui ont été cités. Maxime Noro, 17. Gunderson, 31. Henrik Temernes, 35. On est à peu près tous d'accord. Enfin, de toute façon, là, c'était un petit peu difficile. C'était 3 défenseurs. Voilà. Il n'y a pas de débat. Si tu parles déjà juste de Temernes, c'était impossible de ne pas le mettre là-dedans compte tenu de la saison. Toi, tu veux vraiment te faire réinviter alors? Cette année, c'était pas Jean-Michel. Voilà. Non, mais blague à part, je veux dire, tu peux prendre toutes les statistiques que tu veux le concernant. Tu peux prendre l'impression visuelle. Tu peux prendre à peu près tout ce qui peut permettre de juger un joueur. Pour juger Henrik Temernes, je crois qu'il n'y a pas
un critère qui va te faire dire qu'il n'a pas fait une bonne saison. Il est tout le Mais temps sur la glace, c'est c'est ça. facile aussi, on le voit tout le temps. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il joue 25 minutes par match, mais je veux dire, il prend peu de pénalités, il commet peu d'erreurs, il aide offensivement. Tout fait dire qu'il a fait une bonne saison. Il est très, très bon. Encore une fois, c'est le gars qui... Coacher un gars comme ça, c'est tellement facile. Tu restes sur la glace tant que tu peux, tu viens prendre ton souffle de temps en temps, on en met un à ta place, puis tu retournes tout de suite. Non, mais c'est comme ça. Hein. Je dis, mais moi, si une petite parenthèse sur les défenseurs étrangers, ils sont pas... Lindbom, je pense qu'à Lausanne n'a pas fait une si mauvaise saison que ça. C'est un joueur différent de Tom Ernest, évidemment. Et puis, vous avez un gars comme Chorney à Lugano, qui a, depuis que Serge Pelletier est là, qui a avalé de grosses minutes de jeu et qui a eu, je pense, son importance dans le dispositif de Lugano. Évidemment, je ne le mets pas dans la même catégorie que Tom Ernest, évidemment, mais c'est les gars dont on parle un peu moins. Ils sont pas en Suisse romande aussi, donc on les voit un petit peu moins. Et puis un gars comme Ran Takari, qui, en début de saison, était à 1 point par match à Davos. Davos est allé chercher un gars no-name. Si tu regardes sur Elite Prospect, son cursus, c'est qui, lui? J'ai jamais joué avec l'équipe nationale et tout. C'est qui, ce gars-là? Ils sont allés chercher ce gars-là. Puis sur le powerplay, il a marqué plein de buts. 1 point par match, je pense, les 20 premiers matchs. C'était une cacahuète dans la lucarne par match, à peu près, j'ai l'impression. Ouais, Genre qu'il marquait tout le temps un but. 12, quoi, après 20 matchs. Je pensais que la migraine se blesse un genou, tu le perds pour 2 mois. On débarque Ran Takari. Quand tu dis un recrutement chanceux, je pense, du côté de Rai Finance, ce gars-là était disponible sur le marché à ce moment-là. Il n'y a pas de club. Il arrive là, il te fait 1 point par match. Tant que les étoiles sont alignées, du côté de Davos, ça fait partie des fois de ta chance. Et puis tu es tombé sur un gars comme ça. Mais moi, évidemment, je ne le mettrais pas encore au niveau de Tom Ernest. Mais le gars, il a apporté quelque chose d'étonnant. Brian disait il n'y a pas de débat. Pour moi, le débat, en fait, c'est entre les trois là. Qui tu mets sur le banc ou qui tu ne mets pas. Et pour moi, c'est Noro. Ouais. Je pense que l'importance de Gunderson... Alors, Tom Ernest, classe à part, c'est le premier nom sur la feuille. Derrière, je pense Gunderson, l'importance qu'il a eu à Fribourg, si Fribourg a eu un powerplay correct cette saison comparé à la saison dernière, c'est parce qu'ils avaient enfin un blue liner capable de... Il n'a pas un gros shoot, mais les shoots de Gunderson, ils étaient tout le temps chiants. Il sait exactement où mettre le puck pour provoquer des déviations, pour qu'un Brodin soit capable d'aller mettre la tête où d'autres ne mettraient pas la canne, pour dévier. Enfin, cette importance-là, c'est pas des grosses cacahuètes de la bleue, justement. Contrairement à Ran Takari, qui lui cherchait les lucarnes, Gunderson, il cherche tout le temps le bon endroit et il est fort pour ça. Il trouve les lignes de shoot facilement. Il arrive, il est deceiving avec la rondelle, comme on dit en anglais, c'est qu'il arrive sans trop bouger. Comme Yunland sait le faire, mais il sait toujours le faire, mais il arrive à trouver une ligne de shoot. Il arrive à toucher la cage régulièrement depuis la ligne bleue avec un shoot sans que le puck soit trop dévié ou bloqué en premier rideau ou en deuxième rideau. Et ça, c'est une qualité. C'est pour ça qu'on allait le chercher. Hein? C'est Gunderson. C'est pour sa mobilité à la ligne bleue, cette facilité offensive, effectivement. Je suis d'accord et je pense qu'il a clairement sa place là. Je mettrais juste un tout petit bémol, même si forcément quand tu fais un All-Star Team, tu regardes les joueurs offensifs. Pour moi, un défenseur, il doit quand même défendre aussi. Et Gunderson, si tu regardes ses chiffres à la fin de la saison, il est autant présent sur la glace quand Fribourg marque un but que quand Fribourg encaisse un but. Bon, il est beaucoup sur la glace. Il est beaucoup sur la glace, c'est vrai. Mais dit Tom Ernest, voilà. le décalage est énorme en positif. Donc voilà, c'est le seul... Alors, il est dans les trois. Hein. Pour moi, il n'y a pas de discussion. Mais c'est le seul bémol que je mets sur lui, c'est que Fribourg aussi, voilà. c'est pas un défenseur. C'est pas Tom Ernest, c'est pas... Il y a 1 contre 1, c'est pas tout à fait ça. C'est pas un défenseur physique, petit gabarit, pas très lourd, c'est pas un gros garçon. Hein. Mais on dirait qu'on connaît les inconvénients, on sait les avantages. Oui, quand tu l'engages, tu sais ce que... Voilà, ma foi, on fait avec, quoi. Le coach. C'est ça, le défenseur offensif en général, tu dis, bon, on va peut-être... Il faut vivre avec ses qualités défensives. Puis le gars qui est bon en attaque, qui est bon en défense, il joue pas en Suisse. Ça a le mérite d'être clair. Les attaquants, là... J'ai gardé ceux qui avaient plus de 8 voix. Donc, il y a Sinon, Kovar 8, Rayala 9, Chervenka 9, 3e Brodin 11. On est en Romandie aussi, même s'il a été super. Hein. Winnick 23 et Garrett Rowe 32. Je crois que moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les gens ont vu Winnick, quoi. Et effectivement, autant Garrett Rowe en a parlé, mais autant Winnick, on discutait avant avec Patemon la façon dont il a pu gérer les joueurs d'expérience et Winnick, le 4-4, le tout-terrain, celui que tu peux mettre un peu partout, que tu ne vois pas forcément, qui va faire des choses justes, qui va peut-être faire un positionnement correct, qui va ne pas amener un but justement, parce qu'il sera juste placé de façon optimale. Stéphane, toi... Moi, j'aime beaucoup Winnick. Le truc, c'est que c'est un ailier. Donc, les alliés ont des fois un rôle un petit peu plus effacé, mais Winnick est un joueur complet. Il est gros, grand bonhomme.
Il s'est adapté au hockey suisse. C'est un gars qui a joué dans un rôle bien précis en NHL pendant des années. C'est dump and chase. Tu mettais le puck au fond, on va changer. C'est un gars qui était là pour reposer les autres, qui était capable de tenir son bout physiquement, etc. Donc, l'adaptation de ce genre de joueur, quand il arrive ici, puis on dit maintenant, tu ne joues plus comme ça. Tu retrouves tes sensations de junior, où tu étais un bon joueur offensif, tu rejoues sur le power play, etc. C'est difficile. Et puis, un truc dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'importance de Winnick en infériorité numérique. Complètement. Avec Miranda, il y avait trois duos finalement d'infériorité numérique. Il y avait Richard et puis Rod. Il y a Tu avais Berton. Douai et Berton. Et puis tu avais Winnick et puis Miranda. Ils ont fait un boulot monstrueux. Meilleure infériorité numérique de la Ligue. Et Winnick, il est pour quelque chose. Il est gros, grand bonhomme. Il est chiant avec sa canne, etc. Il y a une allonge aussi. Hein, qui est... Il a une allonge. Donc Winnick, je suis d'accord avec toi que c'est vraiment... Il y a vraiment... en termes de joueur le plus utile à une équipe, pour moi, il arrive dans le top 3. Et Genève a ce piqué très agressif, tout sur le porteur en fait. Et d'avoir un joueur comme Winnick avec cette expérience-là, avec cette attitude-là, parfois même avec le casque jaune, qui va encore, qui retourne, Ouais. qui va dans tous les sens pour aller sur le porteur, ça a un impact sur tous les jeunes autour qui sont avec sur le piqué et qui se disent putain, si lui il y va, il faut qu'on y aille aussi quoi. Et ça c'est typiquement, on parlait tout à l'heure de l'impact et de la liberté et comment Patémon s'est reposé sur l'expérience de ses joueurs. Et ça c'est la preuve parfaite finalement, c'est le job de Winnick sur le piqué. Et on parlait aussi avant de revenir peut-être Greg sur Rowe, sur un autre, Brodin, je me disais, les 11 voix. Aussi, on se souvient de ce match où il met 4 buts. Puis cette fin de saison, on disait que c'était un joueur. Enfin, quand tu nous l'annonçais, ce que tu avais entendu, c'est que c'était un joueur qui allait être un joueur de play-off. Et on a vu en cette fin de saison, quand Fribourg a dû jouer déjà en mode play-off à partir du mois de janvier, on va dire, c'était un autre Daniel Brodin, toujours chiant, toujours à aller gratter des pénalités, toujours à aller devant le but. Et puis, qu'est-ce qu'il a apporté à Fribourg aussi, hein. Moi, il y a deux noms qui sont pas sur ta feuille, sauf erreur, que j'aurais bien aimé mettre en Ouais, avant. ils seront de l'autre Moi, côté, j'en ai je un, pense. Moi, j'en ai un aussi. Alors, le premier que j'aimerais mettre, c'est Kevin Clark. Je sais que Stéphane, tu l'aimes bien. 2 voix. J'ai souvenir, durant la conférence de presse d'avant-saison dans vos bureaux à Recense, tu m'as dit Clark qui va mettre beaucoup de buts. Je t'ai pas fait confiance en le prenant pas dans mon hockey manager, mais c'était un très bon conseil. Et 23 buts, 21 passes décisives. Il est un peu dans l'ombre de Tchervenka parce que si Clark marque, on dira ah mais quelle passe de Tchervenka. J'ai l'impression qu'il C'est pâtit un peu de minimisé, ça. ouais. Et il y a un autre joueur pour moi qui passe complètement sous le radar là, c'est David Ullström. Ouais. 28 Une matchs, voix. 30 points. Et en points par match, il est à la même hauteur que Pius Souter à 53,5 points si on extrapole. 16 points powerplay d'ailleurs. Il était Voilà. très important sur le powerplay. Et ça, c'est une pioche. Quand on nous explique à certains endroits qu'on sonde le marché, que le marché est sec, etc. etc. David Ullström, il est engagé en courte saison par Bienne. Donc non, le marché n'a pas toujours été sec. Il a été sec à partir de janvier. Ce qui est un peu normal, finalement. Hein. Oui et non. À certaines années, ça a eu été plus simple. Donc, Ian Alston s'est mis à chercher au mauvais moment, c'est ça que tu me dis? Mais il a cherché depuis mai dernier. Donc Ouais, c'est ça qui est un peu surprenant. Mais toujours est-il, après, c'est une question de prix, c'est une question de budget à C'est disposition. ça, c'est ça. Y avait-il le budget? Est-ce qu'on nous a dit qu'on cherchait, mais on ne cherchait pas vraiment parce qu'on n'avait pas le budget? J'ai pas la réponse à cette question. On a juste un faisceau d'indices qui nous tend dans une direction en disant toujours est-il que là n'est pas la question. Ullström fait une magnifique saison à Bienne et si Bienne a bien performé, c'est aussi parce qu'il était là. Caché. Moi, j'en ai un autre que j'aime beaucoup, c'est Lindgren Ouais. à Davos. 2 voix. Lindgren, c'est un joueur de centre naturel qui est bon dans les deux sens de la patinoire, qui est solide physiquement, qui est bon aux engagements, qui a 15 passes sur le powerplay cette année. Et c'est un gars qui est, je veux dire, moi je le mets bien avant Corvi, dans la Corvi qui est un joueur de centre aussi du côté de Davos. Et je pense que Lindgren est le joueur le plus utile à Davos. De loin, le MVP de cette équipe-là, à mon avis, c'est le cas. C'est un gars qu'on pensait que sa carrière éventuellement finie, des blessures, etc. Mais moi, je parle à plusieurs directeurs sportifs de lui il y a quelques années, quand tout le monde me disait c'est le meilleur joueur de la Ligue, le meilleur joueur de centre de la Ligue. Il a 40 points cette année. Puis c'est un gars qui fait passer l'équipe avant ses points. C'est pas un gars qui pense que Lindgren, c'est mettons le top 5, disons. Garrett Rowe doit être là-dedans, évidemment. On parle de Winnick après. Qui est 2, qui est 3, qui est 4. Etc. Mais je pense qu'au niveau de joueur le plus utile, Lindgren en est un. Bon, après, c'est All-Star. On passe à la présentation des playoffs. Ces quarts de finale, on va commencer Avec évidemment. 4 romans en playoff pour la Ouais. première fois de l'histoire. On le rappelle quand même. Donc, on espère que ça aura lieu. et- Bernie n'y est pas, t'oublies. ouais, c'est juste. Malheureusement. Non, ça c'est une mauvaise blague. Il n'y a pas de complot bernois, on se calme. Qui dit ça, toi? Une info, Stéphane, peut-être? Première série qu'on va
traiter, c'est le quart de finale entre Genève et Bienne. C'est le 4e face au 5e, si je dis pas de bêtises. C'est tout juste, c'est tout juste. Comment vous voyez cette série? Est-ce que Genève est favori compte tenu de son rang à la saison régulière, ou est-ce que finalement, là, ça va être testé au feu avec cette pause? Les jeunes, comment est-ce qu'ils vont réagir à des matchs, des séries éliminatoires avec sans doute personne dans les gradins? J'arrive pas à faire une prédiction sur cette série parce que je pense que l'écart entre les deux équipes est tellement mince. Les deux équipes ont des qualités à faire valoir. Hilaire peut être transcendant sur une série comme ça, peut faire beaucoup de différence. Les gardiens de Genève peuvent être très bons aussi. On a des unités spéciales qui sont extraordinaires. Le meilleur piqué contre le meilleur powerplay. On se demande justement. Bien 27,5 en supériorité numérique sur l'ensemble de la saison. 34% en 2020. 34%. C'est dans le hockey moderne. Donc 1 sur 3. Dans du hockey structuré, moderne, professionnel, là, c'est presque du jamais vu. D'ailleurs, 87 en piqué sur l'ensemble de la saison et C'est 34 en 2. Enfin, c'est des chiffres qui sont vraiment, faut le dire. C'est hors norme. Normalement, un Genève, bon c'est piqué, 90% en 2020. Ouais, voilà. 90%. Normalement, un bon piqué, c'est quoi? C'est Quand tu es au-dessus de 80-82, la moyenne, c'est 80-20. Les dernières années, c'était plutôt les powerplays à 18 et puis les infériorités numériques à 82. Cette année, on est plus haut, on est à peu près 80-20. Et ce qui est bon signe, ça veut dire plus le niveau de la ligue est bon, plus l'efficacité en supériorité numérique augmente en général. Et on est dans une assez bonne année. Mais si vous êtes à 82, 83, 84, vous commencez en infériorité numérique à être plutôt bon. Et si vous êtes en bas de 80, comme Lausanne et par exemple à 77, Davos à 77, là, vous êtes mal. Fribourg a eu 75 les autres années, avec certaines années. Donc là, vous êtes mal. C'est vraiment, ça vous coûte des buts sur l'ensemble de la saison. C'est énorme. Et puis en powerplay, évidemment, si vous êtes à 23, 24, 25, 26, 27, c'est stratosphérique, quoi. Mais on sait aussi, on le voit en NHL, les bonnes équipes, des fois en saison régulière, tout d'un coup, on arrive au playoff, puis ça clique plus. Tu vas être sur une mauvaise séquence. L'ensemble de la saison, tu as une moyenne qui s'installe sur une série de 4, 5, 6 matchs. Tu peux être en panne sur 2, 3 matchs. Tu peux faire du 0 en 3, 0 en 4, 0 en 5 en powerplay. Puis tout à coup, les playoffs, c'est par séquence. Donc, est-ce que ces chiffres-là peuvent être importants en playoffs sur une courte période? Peut-être même pas. Mais pour revenir à la série, je pense que les deux équipes sont très près l'une de l'autre. Mais il ne faut pas oublier qu'on va vivre des séries dans un contexte tellement particulier. Et moi, ce contexte-là me fait donner un avantage à Bienne parce que Genève marche tellement... Alors, c'est un terme qui est un peu réducteur, mais Genève marche beaucoup aux émotions quelque part. On Genève est une dirait équipe... la même chose de Fribourg. Ouais, hein. c'est une équipe qui a vraiment ce truc en fait, et puis qui est agressif en box-play, etc. Et d'avoir un public qui te pousse dans ce genre de moment-là, qui va t'inciter à aller poncer la bande, qui va t'inciter à aller mettre une charge de plus, à aller donner un chiffre de plus, à faire un peu plus, en play-off justement, dans ce moment de la saison, eh ben, ça va peut-être faire que tu as ce petit avantage en play-off. Et là, finalement, d'avoir personne... Moi, j'ai vécu ce match à Berne, entre Fribourg et Berne, devant une patinoire vide de 16 000 places. Il y a des moments où tu sors presque du match. Tu crois presque que c'est pas un match si important que ça, alors qu'on se rappelle que sur ce match-là en question, les deux équipes jouent leur place en play-off, quoi. Et tu sors presque du match. Et moi, je pense que Bienne a plus la capacité, finalement, au niveau du jeu, hein, à faire fi, finalement, de ces circonstances-là. Et puis, je dirais aussi quand même qu'on a une équipe de Bienne, si on reprend bêtement la saison passée, qui est quand même demi-finaliste qui passe à un rien d'une finale. C'est le 7e match contre Berne avec un Giannoni fantastique qui gagne 1-0. Et un Hilaire qui se blesse, qui ressort, qui revient un match particulier. Vienne a été mal payé sur cette série-là parce qu'ils ont dominé Berne sur l'ensemble de la série. Et Genève, c'était ces séries avec tous ces matchs en prolongation à point d'heure où Stéphane devait prendre l'antenne encore à 1h du matin. Voilà. Quand on est mon compte. Mais c'était, en tout cas, c'est clair que c'est dommage qu'il n'y ait pas le public parce qu'on aurait vraiment une série incroyable. Il y a un détail qui n'est pas vraiment un, mais Genève, c'est la meilleure défense du championnat avec 116 buts encaissés. Si on enlève les 4 matchs contre Bienne, Genève a de loin la meilleure défense du championnat. C'est 2,10 buts encaissés par match. Le problème, c'est que contre Bienne, ils en ont encaissé 19 en 4 matchs. Ils ont 4,75 buts encaissés par match contre Bienne. Est-ce que Bienne a la réponse ou a la solution contre Genève? Est-ce que le sample size de seulement 4 matchs n'est pas révélateur? En tout cas, Bienne a toujours bien joué contre Genève cette saison. Ils ont 3 victoires, 1 défaite. Moi, si je dois mettre ma petite pièce, c'est sur Bienne. Moi, je préfère pas parier sincèrement là-dessus. Non, mais c'est une série qui est tellement indécise. Je pense que ça risque d'être assez long. Et
les spectateurs, éventuellement, ça peut faire un truc. Voilà. De toute façon, Genève, C'est- quand on parie contre eux, c'est eux, ils nous remettent le nez dans notre truc. Donc, c'est Genève qui va Et gagner. on peut même pas être roman, être partisan, être pro-roman dans notre prédiction. Mais la question aussi de la pause peut servir peut-être à Genève, parce que certains joueurs qui avaient beaucoup joué, on parlait de Tom Ernest, a pu souffler, a pu se reposer un petit peu, rester un peu à la maison. Est-ce que Wingle sera de retour aussi? Voilà, est-ce que Wingle, je crois qu'on parlait à l'époque des demi-finales de play-off, enfin de la fin du quart de finale, on y arrive presque finalement au niveau des dates. C'est ça. Donc en ce sens-là, ça repenche un peu la balance de l'autre côté pour Genève. C'est cette pause-là, et comment est-ce qu'elle a été gérée à Bienne, ça j'ai un peu moins d'infos perso. Donc, deuxième série qu'on va aborder, c'est celle entre Zug et Fribourg. Zug deuxième, Fribourg septième. Fribourg qui a fait une fin de saison, waouh, quoi. Vraiment, on en a parlé avant avec Reto Berra, 2020. Assez exceptionnel de la part de Fribourg. Je me demande si ce n'est pas quasiment la meilleure équipe en 2020. Entre le 18 janvier, le lendemain de ce fameux match à Davos, et puis jusqu'au match contre Berne qui les qualifie, c'est la meilleure équipe de la Ligue. Voilà. Après, il y a les 2 défaites qui font que c'est plus compliqué. Ouais, dans un contexte. Mais où la ils étaient- dernière, Voilà. tu peux pas se l'enlever. Voilà. Ouais. Mais sur la période, disons, qui les qualifie, c'est la meilleure équipe de la Ligue. Ils sont à 2,1 points par match, comme ça, c'est monstrueux. D'ailleurs, à noter que quand on aime bien prendre les classements à la 20 ou 25e journée pour voir ce qui va se passer à la fin, et on dit en général que les 3 clubs qui bouge sont pas. en dessous, ça ne bouge pas. La seule équipe qui était arrivée à le faire, c'était une fois Fribourg. Et la seule équipe qui arrivait à le refaire, visiblement, c'est de nouveau Fribourg. Comme quoi, effectivement, il y a peut-être quelque chose dans l'air. Mais est-ce que, alors justement, ce push à la fin, on disait le mot qu'on n'aime pas, ce côté émotion, vraiment, ils étaient galvanisés par le fait que ça marchait bien. Est-ce que ça peut passer contre Zug dans un contexte très froid, finalement? Stéphane, qu'est-ce que tu penses de... Parce que Zug, c'est une belle machine de hockey. Moi, je peux pas imaginer que Fribourg va gagner, va battre Zug 4 fois en 2 semaines. Je n'arrive pas à imaginer ça, et je pense que le parcours de Fribourg a été hors norme. Vous venez de le dire, là, dans le dernier mois et demi, etc. Là, tout qui roulait, Brodin a un taux de réussite insolent devant la cage. J'allais dire que c'est la loi de la moyenne, parce qu'en début de l'année, il provoquait beaucoup de choses. Ça marchait pas, le Brodin. Hein? On était critiqué même, etc. Puis là, ça s'est mis à marcher, puis les choses se sont juste replacées pour lui. C'est un joueur qui apporte beaucoup à une équipe, mais il y a vraiment tout qui était aligné. On a même perdu Motet, Bodbikoff, on jouait avec Sandro Schmidt au centre, Desharnais Valzer puis Schmutz au centre. La ligne de centre, Desharnais n'était pas là. La ligne de centre la plus faible d'Europe centrale. Puis on a gagné des matchs. Non, mais avec des gars, Boychuk qui n'est pas un joueur de centre, Valzer, il y a des matchs où on n'avait pas Desharnais, on n'avait pas Valzer. Tu joues avec des gars, des 4 joueurs de centre pas naturels. Un Sandro Schmidt qui a 20 ans, qui n'est pas non plus un genre de centre naturel, tu le mets là, il fait un bon job. Les gars qui ont, répondu à l'appel, les étoiles ont tellement été alignées que j'ai l'impression que ça va les rattraper. Et j'ai l'impression que cette pause-là, pour eux, ne sera pas très salutaire. Et je pense que Zug, avec un Genoni solide, là, Zug pour moi, il n'y a pas de comparaison avec Fribourg. Je ne vois pas comment Fribourg peut réussir à battre cette équipe à 4 fois en 2 semaines. Maintenant, combien de matchs? Je ne sais pas. Je ne suis pas en train de dire que Fribourg va le faire. Je ne suis pas en train de dire qu'ils peuvent gagner 4 matchs en 2 semaines. Mais tu dis que tout a été aligné. Mais en même temps, justement, ils ont perdu Motet, ils ont perdu Bikoff, ils ont quand même perdu du monde. Donc ça s'est aligné certes au niveau des résultats. Mais ils ont un puck luck qui n'est pas au-delà de la moyenne, qui est à 99, quelque chose. Ils ont perdu pas mal de monde. Ils ont dû compenser. Donc oui, dans le sens où les gars ont step up. Un Schmidt a fait plus que ce qu'on attendait de lui, etc. Mais ils n'ont pas eu non plus... Enfin, le puck ne retombait pas toujours du bon côté de la palette pour eux. Ils ont quand même eu par moments un peu de malchance cette saison. Ils ont joué par moments de malchance. Ils ont su faire le dos rond finalement quand il le fallait. Je ne pense pas que ce soit au niveau des étoiles alignées. Je pense que c'est plus au niveau de l'attitude. Est-ce que tu arrives à rester sous pression comme ça, avec cette attitude-là, en fait, encore plus longtemps? Et je crains que finalement, ce qui s'est passé dans la prolongation à Berne, dans le match contre Genève à Fribourg, puis les 2 semaines là qui sont passées, fait que c'est humain, c'est tout à fait naturel. On l'a tous vécu une fois dans n'importe quelle situation de la vie. Tu es à bloc pendant un moment, puis quand c'est bon, tu redescends. Et je crains, c'est plus ça qui m'inquiète que finalement les choses qui tournent. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Fribourg aura de la peine. Maintenant, il faut voir les circonstances, justement. Est-ce que ça va jouer en 7? Est-ce que ça va jouer en 3, en 5? Ça peut aussi avoir un impact. Maintenant, la question que je me pose sur Zug, mais la réponse a été donnée par Reto Clé aussi, c'est l'expérience. Moi, je me demandais qui a de l'expérience de titre, et justement, il en arrive à cette conclusion l'année passée. Reto Clé, il a pris Genani au but, qui a plus de titres que de doigts à la main gauche, à peu près. Moi, je crois qu'il y en a 5. Oscar Lindberg, double champion du monde. Kovar, double vainqueur de la Coupe Gagarine en KHL. Il a amené des joueurs
qui justement savent aller au titre. Et c'est pas Stéphane qui va me dire le contraire. Lino Martini, il n'a pas l'expérience de gagner des playoffs. Hoffman, il a un titre avec Davos en 2015. C'est vieux. Il a une finale avec Lugano. Il a une finale perdue avec Lugano. Diaz, il n'a pas un titre de champion de Suisse. Et les joueurs d'expérience qui ont été amenés, ils ont cette expérience de titre. Et ça pourrait faire la différence en playoff à ce moment-là. Troisième série qu'on passe sous la loupe de quart de finale, c'est Lausanne contre Davos, le troisième, Davos contre le sixième Lausanne. Ça s'est joué à peu de choses, une fin de championnat assez haletante, en tout cas autour de la barre. Et puis, Lausanne, on en avait parlé, on avait fait cet épisode spécial pour parler du coup de sac qui avait été fait, Peltonen et Alston limogés. Il y a la vente du club en sous-main derrière tout ça qui vient encore s'ajouter. Craig McTavish qui est arrivé. Et puis cette pause maintenant de 2 semaines, où on se dit s'il y a bien une équipe à qui ça peut potentiellement profiter, c'est forcément à Lausanne parce que ça permet de mettre en place 2-3 idées, pas de tout révolutionner, mais au moins de changer quelque chose. Stéphane, tu parlais avant du mauvais piqué, mauvais box-play de Lausanne. Les unités spéciales à Lausanne, c'est mauvais depuis 2 ans déjà. Est-ce que tu penses que là, tout d'un coup, le coach, sur ces 2 semaines, avec aussi un peu de chance, finalement, peut tourner les quelque unités chose? spéciales, je ne sais pas, comme on l'a dit tout à l'heure, sur une courte période, c'est pas un échantillon représentatif. Voilà, tu peux tout à coup marquer 2-3 buts sur 4 occasions dans un match, puis tes statistiques sont en hausse, puis voilà. Mais je pense qu'effectivement, Lausanne, cette pause-là peut être salutaire. Ça va permettre de faire quelques ajustements. Je pense on a déjà vu les derniers matchs un style un peu plus agressif, notamment au forechecking. On a moins vu cette espèce de système dit finlandais où on a 5 en patinage arrière au milieu de la glace. Donc, on aura une équipe un peu plus agressive, plus entreprenante. Et je pense que sur les 2 semaines, on va probablement pouvoir faire de la vidéo et travailler sur ce système de jeu-là. Ça peut être que bénéfique à Lausanne, mais est-ce qu'on peut transformer une équipe qui a eu de la peine à montrer des émotions, montrer d'un cran dans les gros matchs, qui est en manque cruel de leader, etc., qui a une équipe superbe sur le papier? On ne peut pas parier contre Lausanne. Hein. Comme en début de championnat, tout le monde les mettait très haut avec raison. Mais là, moi, je ne peux pas parier encore contre Lausanne quand je vois l'équipe qu'ils ont. Le bon gardien qu'ils ont. Ça vient à Stéphane, les playoffs, on sait que c'est pas mauvais, mais il y a toujours un petit truc. Mais ce Lausanne-là, elle peut tout à coup montrer les dents. Est-ce que des leaders peuvent se montrer tout à coup et puis avoir plus d'émotion puis enflammer le truc? Peut-être. Parce que des gars qui ont gagné le titre, là, on en parlait avant, il y en a quand même... Greg, tu parlais Lindbergh, tu citais des joueurs qui ont été bons dans des séries de playoffs, que ce soit en Suisse ou ailleurs. Grossman a gagné des titres, Kenins a gagné des titres, il y en a plusieurs, Vermin a gagné des titres, Berchi, même s'ils étaient jeunes à l'époque. On avait l'impression qu'il y avait quand même un peu, c'était construit de telle manière, mais beau sur le papier, puis après... Alors le Grossman qui a gagné des titres, il n'a pas pris le train depuis Zug pour Lausanne, en tout cas cette saison. Mais 4-0 pour Davos dans la série contre Lausanne cette saison, dont un mémorable 1-7 à la Vaudoise Arena. Pas simple. Après, ce que tu viens de dire, c'est très juste. C'est une nouvelle saison aussi parce qu'il y a Craig McTavish qui a débarqué. C'est une autre équipe, du moins. Ça, c'est ce qu'on imagine être une autre équipe. En même temps, McTavish, il débarque, il va pas non plus pouvoir tout changer en 2 semaines. Non, il ne connaît pas le championnat suisse, les gars. Est-ce qu'il faut tout changer aussi, j'ai envie de dire? Exactement, et on rappelle quand même que après 44 matchs, sauf erreur, Joël Giannazzi sur le plateau de la RTS dit on doit encore un peu... j'ai pas les termes exacts, mais il on dit va encore assimiler le système à voilà. Peltonen après une année et 3 quarts. Donc, je me dis que changer un système, c'est pas non plus, ça se fait pas en c'est une les nuit. ajustements qu'on peut faire. Exactement. Donc ça va pas tout révolutionner. Après, effectivement, moi j'ai de la peine à dire que Lausanne ne va pas passer cette série contre Davos parce que justement Davos a un peu surperformé durant la saison. Est-ce qu'ils vont pas tomber au but? Van Pottelberg et Schliemann, est-ce que ça tient en play-off? On n'est pas vraiment sûr de ça. Il y a beaucoup plus de points d'interrogation à Davos qu'il y en a à Lausanne selon moi. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. C'est ce que je pense aussi. C'est pour ça que je ne peux pas parier contre Lausanne. Puis en même temps, je me dis, Davos a quand même fait une belle saison, etc. Donc c'est une série qui est très indécise. Baumgartner, Lindgren, Corvi, on a cité tous ces joueurs. On avait dit Rantakari. Il y a de la qualité à Davos. Mais il y a un coach jeune. Il y a pas mal de jeunes joueurs aussi. D'ailleurs, il y a un joueur, ça me fait penser, qui a été cité dans les défenseurs. C'est assez amusant aussi parce que je pense pas que c'est le premier nom chez les Suisses qui vient comme ça. C'est Sven Jung. Parce que Sven Jung, il a été mis, je crois qu'il était en première paire de défense avec Félicien Dubois avant que Dubois se blesse.
Et lui aussi, finalement, il fait une super saison. C'est assez La amusant. part des défenseurs à Davos, c'est l'équipe qui a le plus de buts de la part de ses défenseurs. Je pense 36 buts qui étaient marqués par les joueurs de défense. Donc on tire beaucoup de la ligne bleue. Les défenseurs mettent volontiers la puck vers la cage dès qu'ils ont une chance. Puis ils ont aussi des étrangers à part ça. Tu parlais de Rantakaré, la bonne pioche. Palouchai, plutôt une bonne pioche. Ted Enby, super joueur aussi. On se souvient de son penalty, un de ses penalties magnifiques qu'il a marqué. Paloucha, il a une vingtaine de buts cette année, puis il a été mis en tribune certains matchs. Ouais. C'est drôle qu'il n'y a pas de journaliste qui est tombé sur le cas. Je dis ça, je dis rien. Ouais, mais parce que Raphaël. Personne n'a posé la question pourquoi. Parce que je pense que Raphaël, Greg en a souvent parlé dans ce podcast, il sait assez bien expliquer les choses aussi. Raphaël. Il est très, très clair, précis. C'est un gars qui explique beaucoup les choses de Raphaël. Il est transparent. Il dit tout. Il explique tout, il cache rien. Donc quand tu expliques tout et que tu caches rien, finalement, pourquoi aller creuser, chercher quand ça va. En plus, quand ça va pas trop mal, hein, si ça va moins bien. Je sais pas s'il aurait dit la vérité. On dit que c'est une nouvelle saison qui commence. On parlait, on disait voilà, Lausanne n'y arrive pas contre Davos cette saison. Ça m'a lancé sur une toute petite recherche rapide de chiffres. Merci Analyse Data au passage. Juste pour vous donner une idée, Lausanne cette saison contre Davos, c'est 92% de puck luck, enfin 92,8%, 86% d'arrêt seulement. Par contre, on parlait des situations spéciales. Davos contre Lausanne, ils sont à 31% en jeu de puissance. Bon, il y a un 7-1. Il y a un 7-1 certes qui n'a pas aidé. Il y a un 7-1 certes qui n'a pas aidé. Donc, mais si je traduis tes propos, tu es en train de nous dire que la loi de la moyenne parle pour Lausanne. à un moment donné, Lausanne n'y est pas arrivé contre Davos, mais de manière finalement tellement flagrante que c'est difficile finalement de dire parce qu'ils n'y sont pas y arrivés, ils vont pas y arriver en play-off. Parce que là, il y a quand même un peu tout qui tournait contre eux, tu as l'impression, contre cette équipe de Davos. Et puis, moi, je vous rejoins complètement sur tout ce que vous venez de dire, parce que si tu prends poste par poste les deux équipes, tu as envie de dire Lausanne. Si tu prends poste par poste. Après, le problème, c'est qu'il faut que ces postes ils jouent ensemble. Ça fasse une équipe. Et ça, c'est toujours évidemment le même problème. Et ce que disait effectivement Gennady, c'est on doit être une équipe aujourd'hui, ce qu'on a l'habitude plutôt d'entendre en début de saison et pas après 44-45 matchs de championnat. Mais ce que j'avais trouvé très intéressant dans ce qu'avait dit Gennady sur notre plateau, c'est quand il disait, et il l'a dit d'ailleurs aussi à votre micro quand il est venu chez vous, il disait le système n'est pas défensif, il n'est pas chiant comme on peut l'imaginer si on le fait tous ensemble. Et ceci, il est tellement important parce que ça souligne qu'en fait, nous on a tous vu qu'il était chiant et défensif, ça veut dire qu'ils n'ont jamais fait en fait tous ensemble. Ou alors trop peu. Ouais, il expliquait qu'en fait, il y en a un qui va donner donner l'impulsion. Voilà. Puis s'il y en a un qui back-check, on doit tous back-checker. Mais on a tous vu les matchs de Lausanne cette année, on n'a pas beaucoup vu une fois l'impulsion puis tout ce qui suit en fait. Et c'est ça aujourd'hui que McTavish doit amener, c'est réussir à faire en sorte que s'il y en a un qui va au forecheck, il faut que toute l'équipe suive en fait. Et est-ce qu'il est capable d'instaurer ça en 2 semaines ? En tout cas, moi j'ai pas l'impression que c'est de la science hyper compliquée quand un va au forecheck. Rocket science. Quand non on mais ça m'étonne un petit peu ces discours-là et je l'entends et quand Joël est venu à notre micro nous l'a expliqué. J'entendais complètement et j'étais d'accord avec lui. Effectivement, si le système n'est pas joué par tout le monde, c'est difficile. Mais partout, c'est difficile si le système n'est pas joué par tout le monde. C'est ça qui m'étonne un peu. Et pourquoi alors là, ça ne marche pas ? Donc le problème est autre que juste le système ou juste les individualités. C'est l'équipe qui a eu un problème. Si tu as des guidelines, des lignes, des trucs en zone d'attaque, en zone neutre, en zone de défense, quand tu n'as pas la rondelle, quand tu as la rondelle, quand il y a l'époque 50-50, si tout le monde n'a pas la même capacité de réaction, on dit attends, moi j'ai fait mes devoirs comme il faut, je me souviens pas en zone neutre quand on n'a pas la rondelle, puis là, je fais ah oui c'est vrai, trop tard. Donc quand vous avez beaucoup de guidelines, beaucoup de trucs cadrés partout, même en zone d'attaque, etc., tu laisses peu de liberté aux joueurs. Mais forcément, à un moment donné, les gars, ils sont toujours dans la réflexion. Puis quand tu réfléchis, tu joues pas. Tu n'es pas spontané. Donc, je pense que c'est un peu ça. Pour mon avis, à Lausanne, c'est un peu ça. C'est qu'on était cadré, on avait un système clair, parfois peut-être simple, mais clair. Dans toutes les zones, il y avait ça. Tu as 3 zones, avec tu as la rondelle, tu n'as pas la rondelle, etc. Donc, ça devient... Tu es toujours dans la réflexion. Tu n'es pas dans la spontanéité. Et c'est devenu presque c'est devenu presque une caricature à la fin. Et moi, je prends l'exemple de ces matchs contre Fribourg, où Lausanne, à chaque fois à la construction du jeu, presque systématiquement, c'était poco défenseur, tu passes derrière la cage et on repart. Exactement. Et Fribourg, au bout d'un moment, s'est dit bon, les gars, on va attendre et puis on va les laisser faire. Et puis ils les ont laissés faire, ils ont bloqué l'entrée en zone, ils ont bloqué devant le net, et puis Lausanne n'y arrivait pas en fait. Et t'as l'impression que c'était trust the system, on n'y arrive pas, on recommence, toujours pareil. Puis au bout d'un moment, en fait, il y avait une incapacité d'adaptation ou de se modifier à l'adversaire. Ça devenait presque une caricature.
Et puis l'adversaire, ayant compris ça, se disait bon bah les gars, on va juste contrer. Et puis voilà. Greg, c'est déjà quoi le truc de la folie? C'est faire toujours la même chose et espérer un résultat différent. Hein, on est un petit peu là-dedans dans ce que dit Brian. Hein. C'est exactement ça. J'allais le dire, j'ai vu que tu savais que je pensais à ça, ça devient flippant. mais c'est un peu ça, effectivement. Et t'as raison, Brian. Ces matchs contre Fribourg, c'est presque le plus révélateur. Parce qu'ils n'ont jamais été capables de sortir du système ou d'adapter. Parce que le système, c'est un mot générique. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs itérations d'un système. C'est pas juste faire toujours la même chose. Tu as moyen de t'adapter. Le coach est aussi là pour faire des ajustements, pour changer les match-ups ou pas, justement. Est-ce qu'à l'époque... Il y a la notion entraîneur, la notion de coach aussi. Hein. Voilà, et je dis coach. Moi, je pense que Peltonen est un excellent entraîneur. L'équipe qu'il avait en place, je pense qu'il y a beaucoup de détails. Il travaille sur beaucoup de détails. Et je pense qu'il a d'énormes qualités. Au niveau du coaching, est-ce que le in-game coaching, il était faut vraiment demander bon? aux joueurs. Nous, ça, on j'ai voit pas ça la de réponse. l'extérieur. Et puis, c'est vrai qu'il faut regarder un match très attentivement pour voir les match-ups, qui, quoi, comment, qu'est-ce qu'il dit à ses joueurs, qu'est-ce qu'il dit dans le vestiaire. Est-ce qu'on ajuste ici, on change un petit truc, on fait de la vie. Est-ce qu'entre le premier et le deuxième tiers, on fait vite 3 clips vidéo pour montrer, regarde, il joue comme ça, on doit changer ça. Est-ce que ça se fait? Ça, j'ai pas l'info. J'ai des infos, mais pas si précises que ça. Et est-ce que le into the game coaching, les ajustements durant le match, comment ils sont? Ça, je sais pas si Peltonen a ces qualités-là. Est-ce que le staff avait ces qualités-là? De l'extérieur, ça avait l'air que pas tellement. Mais de l'extérieur. McTavish, pour avoir un des entraînements, ça, vous me direz l'échantillon est faible, hein, mais ça patine. J'avais l'impression qu'alors là, il fallait un peu remettre la machine et que le dernier match contre Berne, que j'ai regardé pour voir la différence avec un des matchs qui perdent contre Bienne, mais on aurait pu prendre le match contre Fribourg, comme tu disais, Brian, avec le départ en zone défensive derrière la cage, que là, tout d'un coup, il y avait un fort-checking qui était juste un tout petit peu plus agressif, puis qui était un peu pensé différemment. Toi, tu dis souvent, même le back-check, en étant un peu patinage arrière, en étant pas trop agressif, on était un peu plus passif. Là, tout d'un coup, ça allait un peu plus essayer de pincher. On provoque quelque chose, peut-être qu'on va se faire battre, mais au moins, on a essayé de mettre un peu de pression sur la défense, la construction adverse. Quand même faire une parenthèse aussi sur Peltonen, c'était pas un joueur, c'est pas un entraîneur que les gars détestaient. Hein. Il était très apprécié, Non. Les gars l'aimaient bien, etc. Puis c'est un bon gars, hein. C'est vraiment une bonne personne. C'est pas un gars qui crie, c'est pas le gars qui se fâche, etc. Puis des fois, être trop bon gars. Là. Good cop, bad cop. En NHL, tu peux faire ça parce qu'il y a tellement de concurrence que tu n'as pas besoin d'engueuler les gars. Puis le gars, tu fais juste dire, toi, tu joues pas, puis tu as compris. Hein. Tu peux être. Mais peut-être des fois, tu dois être un peu, comme entraîneur, un peu chien, comme on dit. Un peu. Les joueurs doivent te craindre un petit peu. Quand tu es à l'entraînement, ils te regardent, puis tu sais, Mike Sorley, c'est ce genre de gars qui, quand il se fâche, tu dis, OK, bon. McTavish, tu penses que c'est un coach, c'est un gars c'est qui un a coaché à entraîneur? NHL, qui n'a jamais eu vraiment à faire ça. À NHL, les gars, les entraîneurs-chefs qui donnent même plus d'entraînement à NHL. Ils s'entraînent tellement un peu. Ça fait un moment qu'il a C'est plus... juste des ajustements de coaching. En fait, un entraîneur de NHL, c'est un chef d'orchestre. Il faut juste qu'il mette les bonnes partitions au bon moment, puis c'est juste la gestion de star, la gestion de match. C'est pas des entraîneurs en NHL. Ici, tu as la notion entraîneur. Il y a beaucoup d'entraînement, il y a moins de matchs. Tu dois être un bon entraîneur et un bon coach. En NHL, un bon coach. Les gars, ils ne donnent plus d'entraînement. À ce niveau-là, ils ne s'entraînent plus, les gars de NHL. Là. Il y a des assistants, puis il y a des skills coachs qui font des détails, mais la notion d'entraîneur en NHL n'existe pratiquement pas. Mais ça veut dire que là, McTavish qui a coaché, alors on l'avait relevé, hein, il a gagné la Coupe Spengler avec le Team Canada, il a fait 8 matchs avec Yaroslava. Pendant une semaine. Voilà. Mais... Donc, est-ce qu'à Lausanne, justement, alors un chef d'orchestre, puisqu'on a beaucoup parlé de talent, maintenant, est-ce que le talent en playoff est une véritable qualité, alors qu'il ne faut pas être un peu plus, justement... La grit. Voilà, exactement. Est-ce que Lausanne aura assez de grit? Aller gratter des pucks, aller chercher, aller se faire mal, aller devant le goal, là où les goals moches se marquent, plutôt que d'essayer de faire des Mais jeux. en ce sens-là, moi, je jetais un petit pavé dans la mare. Est-ce que cette équipe, elle n'a pas plus été construite pour un entraîneur comme McTavish que pour un entraîneur comme Peltonen? Peut-être. C'est une bonne question. Quand tu prends les individualités, leurs caractéristiques, leur attitude aussi, leurs origines, finalement leur amour du hockey, je mets les étrangers à part évidemment. Tu prends, je sais pas, mais un Joris, un Allemand, un Moy. Est-ce que ces gars-là sont plus des joueurs pour un entraîneur comme McTavish, comme on parlait de Max Orley, de faire entre guillemets à aspiration québécoise, nord-américaine, canadienne, ce que tu veux, ou pour un entraîneur comme Peltonen? Alors, est-ce que... C'est une très, très bonne question. Est-ce que les entraîneurs... Moi, je pose une autre question. Est-ce qu'un entraîneur ne doit pas juste adapter son système
Ouais, mais dès le moment où tu donnes un long à contrat à ton entraîneur, C'est que tu veux en faire ton entraîneur phare pour les 3-4 prochaines années, ce qui est le bon censé être gars le pour cas de cette équipe-là. Peltonen. Un entraîneur, quand tu engages un entraîneur, tu l'engages pour ses capacités d'adaptation aussi. Je pense Aussi, qu'un bien entraîneur sûr. ne peut pas arriver en disant moi j'ai un système de jeu, c'est celui-là, à la vie, à la mort. Si vous m'engagez, je veux jouer de la même façon toute ma vie. Je pense que l'entraîneur doit adapter son système ou ses demandes aux qualités de joueur qu'il a. Moi, je poserais une autre question. On pose plein de questions dans ce micro, c'est super. On veut des Posons réponses. des questions on veut sans des réponse. réponses. Écrivez-nous. Non, est-ce que les joueurs, les individualités bernoises sont vraiment faites pour un entraîneur comme Kari Elonen à la base, hein, qui a été certes licencié, mais qui a gagné des titres avec Tristan Chervet, avec Arcobello, avec des joueurs aussi d'inspiration nord-américaine, avec Andrew Ebbett. Est-ce que finalement, c'est pas aussi à l'entraîneur, et ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est pas simplement la provenance et l'aspiration des joueurs, c'est aussi un mix qui doit se faire et un mix que le coach doit être capable de réaliser. Et finalement, c'est peut-être aussi un constat d'échec pour Ville Peltonen. S'il a pu travailler comme il l'a souhaité depuis le jour 1 de la saison, et ça, on a le droit de se poser la question, j'ai pas la réponse, encore une question de plus. Ouais, mais en général, quand tu te poses des questions, c'est que tu. Non, je pose la question. Moi, il n'y a pas de certitude de toute façon dans ce monde-là. Hein. Quand on gère des humains, les résultats de hockey, on interprète des résultats. C'est très difficile d'avoir des certitudes. Et quand tu as beaucoup de sons de cloche dans un vestiaire, et pas seulement celui de l'entraîneur et de son staff, mais de sons de cloche différents, de conseillers, de gens externes, Svoboda qui vient par là, de beaucoup de gens qui viennent et qui gravitent autour du club et qui viennent dans le vestiaire et qui viennent briser l'harmonie d'un vestiaire, modifier ou qui viennent mettre leur grain de sel dans le vestiaire. Dérégler. Je pense que c'est pas bon pour un coach non plus. Et est-ce que Peltonen en a souffert? J'ai pas la réponse à cette question. Par contre, je me la pose vraiment. Voilà, on a parlé des 3 clubs romans, enfin des 4 clubs romans, pardon, oulala, mon Dieu. Les 3 séries avec voilà, des romans, c'est ça que tu voulais dire, évidemment. D'où mon lapsus. Et la dernière série, c'est Zurich-Lugano, le premier contre le 8e, Grunborg-Pelletier. On a envie de dire quand même que là, malgré toute l'affection qu'on peut avoir pour Lugano et toutes les qualités du travail de Serge Pelletier depuis qu'il est arrivé à la barre fin 2019, toute fin 2019, là, puis une belle année 2020. Ouais, si on ça va. Je suis notre consultant. Il ne pouvait plus, hein, exactement. Je suis un peu déçu quand même. Ça va être dur de jouer contre ce Zurich de Grunborg, j'ai l'impression. Aucune chance pour moi. Je vois c'est la série la plus déséquilibrée. Même si Lugano a eu du succès contre Zurich en saison régulière, ce Zurich-là est pour moi très impressionnant. Un volume de jeu, 4 lignes, des défenseurs, des bons gardiens. On a une profondeur aussi de banc. Pour moi, Zurich est favori. C'est nettement la meilleure équipe que j'ai vue cette année. Donc du championnat, sur tu dis, l'ensemble du championnat. Et je vois pas comment Lugano, qui est à mon avis moyenne, c'est une équipe qui est moyenne au goal, moyenne en défense et moyenne en attaque, comment elle peut, sur une série de 7 matchs, vaincre Zurich. Pour moi, c'est presque mission impossible. Ça tiendrait du miracle. Évidemment, ça reste du sport. Même si à Lugano, il y a un peu de mieux sous Serge Pelletier, mais l'acquisition de McIntyre a fait du bien au centre. Complètement. Tu as parlé de Chorney aussi qui joue. Chorney, il y a Postma aussi qui a joué quelques matchs, qui est toujours. On peut les faire varier, défenseur droitier, défenseur gaucher. Mais à mon avis, c'est une série qui devrait être assez courte. Moi, j'irais plus loin en disant que je vois pas qui peut battre Zurich sur ces playoffs s'ils vont au bout. En fait, ils ont dominé la saison régulière de manière calme. En fait, on a l'impression qu'à aucun moment, ils ont été dans l'urgence. C'était toujours calme. Et malgré ça, ils ont un corsi de 58% sur... Dominé régulièrement. C'est l'équipe qui tire le plus au but. Voilà. Cadré, 34,8. La deuxième équipe, c'est Berne à 30,3. Puis toutes les autres équipes sont en dessous de 30 shoots par match. Donc, sur l'ensemble d'une saison, c'est énorme. Ça se confirme avec le corsi. Le corsi est démesuré. La deuxième équipe, elle est à 53. Le corsi à 55. La deuxième équipe, elle est à 53. Il y a une impression de puissance qui se dégage de ces équipes de Zurich. Au but, s'il faut envoyer un étranger avec Ortio, ou ils ont un deuxième, ils ont Frédéric Peterson 2. Au but, si vraiment il y a un problème avec Fleuler, qui a quand même de l'expérience d'un titre. Il a des titres. Hein. Après, c'est pas l'assurance tout risque, mais quand même, il y a plusieurs options derrière, au but. Complètement. En défense, ça me fait pas peur. Devant, ça peut venir de tous les côtés. Je parlais d'Hollenstein dans le All-Star Team. Hollenstein, Bodenman.
Bodenman a une saison Il extraordinaire. fait une très belle saison, Bodenman. Et ouais, moi, j'ai décidé de garder un transfert à Hockey Manager pour prendre Robert Nielsen en fin de saison. Mais tu donnes des conseils gratuits. Pour lui donner un titre. Pour lui donner un titre. Dans ma ligue Hockey Manager que je vais gagner, il y aura Robert Nielsen qui gagnera. Quoi. Et puis même les jeunes, Prassel, Simic. Alors Prassel, il est plus aussi jeune que ça, mais on parlait du mix, du bon mix avec Genève, parce qu'on est de ce côté-ci de la Sarine. Mais à Zurich, qu'est-ce qu'on fait juste depuis des années et des années avec la Est-ce formation? qu'on a fait faux une fois au niveau de la formation à Zurich? Bon, Non, ils mais ont mis bien sûr. non, mais c'est Non, juste, mais c'est ils ont vrai. mis un argent Ouais. aussi fou et Bon, puis ils récupèrent les dividendes de toute cette formation. Des fois même, ils perdent des joueurs, des Senteller qui doivent Ça ramène partir. des frais de formation. Hein. Le principe, c'est que tu peux pas tous les garder. Complètement. C'est ça. Puis bon, on a quand même aussi oublié de dire que Zurich est la seule équipe qui va pas trop être perturbée par le fait de jouer à huis clos finalement. Ça, c'est un peu, Non, un peu vilain. mais- Blague à part, Lugano a presque confirmé officiellement le fait que ça se joue à huis clos parce qu'ils ont annoncé ce matin qu'ils proposaient à leurs supporters d'amener à la boutique des maillots, des pancartes et tout ce que tu veux pour finalement garnir leur tribune en vue du match. Ils disaient qu'ils voulaient se différencier des autres clubs en faisant ça. Donc voilà, je crois qu'on Ouais. peut dire maintenant que c'est officiel que ça Moi, je commencera pense qu'il y mardi a à huis clos. des gens qui vont trouver des manières très originales de suivre le hockey puis de rendre ça intéressant. Je pense que les gens, ça va être inédit puis tout le monde va se souvenir si on va jusqu'au bout de ces playoffs, Mais- évidemment. Et si on les joue parce qu'on est toujours dans le si, Oui. moi je pense que ça peut être bizarre mais assez original Mais- et tout le monde va se souvenir de ça. Vous savez, les contraintes, c'est toujours ça. C'est que l'être humain, quand on lui met une contrainte, il a toujours Trouver une envie solution. de trouver une solution. Et c'est en général là que les solutions les plus incroyables et les plus chouettes. Je pense aussi. D'ailleurs, si on pouvait faire un appel, s'il vous plaît, si les gens qui passent la musique dans les patinoires pouvaient nous entendre, s'il n'y a pas de public, ça sert à rien de mettre de la musique pendant les pauses ou pendant les arrêts de jeu, et ça nous permettrait d'entendre les coachs, et ça, ce serait génial. Ça trouve les franchement. commentateurs. c'est ça, Non mais sérieux, ce serait bien. À Berne, pour ce fameux match entre Berne et Fribourg, au moment où ça commençait un peu à devenir nerveux, il y a un arrêt de jeu, l'équipe de Fribourg se rapproche du banc, Dubé commence à parler, on commence à entendre un truc, je dis chouette, et là... T'as une musique qui part à plein volume, tu n'entends plus rien, et ça te pète les oreilles. Tu te dis, non, mais les gars, sérieusement, il n'y a personne qui écoute votre musique là, ça sert à rien. Et accessoirement, j'ai beaucoup de sympathie pour les mascottes, mais il faut aussi rester tranquille. Là. Oui, c'est un moyen de rentrer dans la patinoire, mais non, pas les mascottes en ce moment, ça sert à rien. En fait, tu veux me dire, c'est que Augustin, quand il joue du tambour, c'était qu'en fait, il a pu rentrer puis regarder le match. Il y a des rumeurs à Fribourg autour de cette mascotte ce soir-là. Je suis en train de mener mon enquête, je sais pas où elle va me mener. Mais il y a des rumeurs autour de cette mascotte. Donc, si jamais vous nous envoyez un mail anonyme, gregory.beau@lematin.ch avec toute information sur qui était dans cette mascotte, s'il vous plaît, je cherche. Bon, on arrive au bout de cet épisode en espérant qu'on n'ait pas fait des théories dans le vide. En même temps, c'est même. pas trop grave, on aime bien faire ça. Merci beaucoup Stéphane, merci Brian de nous avoir rejoints à notre micro. Merci. Beaucoup de plaisir. Avec grand plaisir, messieurs. Et nous, on se retrouve durant les playoffs, comme admettons que ça ait lieu, etc. Bon, bref. On va devoir s'adapter. On s'adaptera nous aussi avec nos diffusions. On vous tient au courant, Facebook, Twitter, Instagram. On vous dit exactement quand ça aura lieu. Normalement, le mercredi, ça ne devrait pas bouger si les calendriers ne changent pas. Mais on sera flexible. En tout cas, on sera présent pour faire vivre ces playoffs un peu particuliers. Moi, je me réjouis beaucoup malgré tout. 4 romans en playoffs, 1 roman en demi-finale. On peut Exact. le dire. D'ici là, toutes vos questions, Facebook, Instagram, Twitter, etc. On est là pour vous y répondre, du moins essayer. Et puis d'ici là, profitez bien de ces quelques jours avant que ça commence sérieusement. Et À soignez-vous bientôt. bien aussi, il faut, ou protégez-vous.